Mais pour montrer que c'est du nazisme monétaire, d'abord, je rappelle avec force, ce n'est pas la monnaie créée par les Africains. Parce que vous parlez de la légitimité. Dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Il y a un débat, il y a un débat au niveau européen. Non, non, bah oui. non, ça c'est un autre qu'on puisse dire. Nicolas, non, ça c'est un autre problème. On est dans le même état. Oui, nous sommes dans la même situation. Nous on ne fait créons pas souvent ce genre de comparaison, mais j'aimerais, pour ne pas noyer le poisson, voilà. Oui, non, on regarde le problème de l'Afrique de façon précise. Voilà. Donc, je disais que le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Salut à toi, c'est Dr Tsar. J'ai entendu récemment le professeur Paul Fokam dire ceci. L'un de ses plus grands regrets dans la vie professionnelle et personnelle, c'est d'avoir cru qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant en Afrique avec le franc CFA. Je répète, le professeur Paul Fokam disait ceci dans un des interviews qu'il a donné récemment. L'un de ses plus grands regrets est d'avoir pensé qu'on pouvait faire quelque chose de bien en Afrique avec le franc CFA. Ça a attiré mon attention parce que le professeur Paul Fokam est quand même une personnalité crédible, personnellement et professionnellement. Étant le fondateur de la banque Afriland First Bank, un avis financier, effectivement un avis crédible, un avis auquel on devrait prêter une oreille attentive. Je me suis donc demandé quelles sont ces vérités profondes même du franc CFA que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. Je suis donc allé fouiller sur Internet et j'ai trouvé un expert qui débat sur ce sujet et qui nous expose effectivement beaucoup de choses que nous ne savons pas à propos du franc CFA. J'ai décidé donc de partager cette vidéo documentaire-là avec toi. Regarde-la et on revient à la fin pour en débattre. Merci. Les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Donc, nous voyons bien. Alors, là, il va falloir préciser, quand vous dites le franc CFA appartient à la France, aujourd'hui, oui. Quelle est la réalité de cette acception, quoi? Très bien. La réalité, ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que quand on regarde, il y a deux grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Ouais, donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs, c'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français. Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. Il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que
la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est la Banque des États d'Afrique, centrale. Oui, parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français et aujourd'hui en euros. Alors la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que ça a pris beaucoup d'ampleur dans les 5 dernières années, notamment la Chine investit beaucoup sur le continent africain. Oui. Est-ce que finalement le franc CFA est une manière de protéger l'Afrique d'une nouvelle colonisation chinoise, ou est-ce que pas du tout? C'est un peu la double peine. Comment ça fonctionne? Par exemple, les Chinois, comment ils font pour investir, pour se développer, pour prendre possession, on le voit, d'un certain nombre de ressources, parce qu'il y a des luttes très féroces entre les États-Unis, on va dire la Chine et la France, dans certains nombres, vous avez vu ce qui s'est passé avec les otages récemment, dans cette zone saharienne, cette zone du Sahel, où on voit toutes les ressources minières, l'uranium, etc. Comment ça se passe? Est-ce que la Chine peut, d'une manière comme ça tout à fait libre, prendre possession des ressources? Est-ce que le franc CFA est une manière de les bloquer ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une convertibilité, par exemple, de la monnaie chinoise? Parce que ça, c'est un point clé. Voilà. Le problème de la Chine et des autres grandes puissances, les États-Unis, etc., on peut en parler. Mais je pense, pour donner plus de clarté à ceux qui nous écoutent sur le problème du franc CFA, il faut, parce que nous sommes limités dans le temps, expliquer grossièrement, enfin, sommairement, les avantages et les inconvénients. Voilà, les avantages et les inconvénients. Et après, on verra, parce que c'est vrai que la convertibilité, mais après, on verra. Là-dessus, on peut voir ça. Mais, parce que souvent, les gens ont tendance à évoquer ce genre de problème pour, si vous voulez, faire peur. Et sans comprendre les enjeux. Il faudrait voir les enjeux en positif et en négatif. Je vais rapidement donner l'information sur les 4 principes. Le principe de la centralisation des champs, ça veut dire, ou bien les comptes d'opération, ça veut dire, depuis 1900... Ça veut dire centralisation des quoi? Pardon? Centralisation des quoi? Des changes? Des changes, ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%. J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973, c'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui ne connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays, parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans d'une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est au Trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards s'est déposée au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé, ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences, vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération?
Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres. Parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que l'économie d'un pays se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu... À ce moment-là, c'est du vol. On est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter tout le monde. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. À Chamalières. Toujours à vous la savez seconde. Que c'est la patrie de Giscard d'Estaing. Chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard. C'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard justement. Vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique. Vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique, on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. Alors l'un et l'autre, vous comprenez qu'une des conséquences... Attendez, on va faire intervenir nos autres invités. Comment vous réagissez par rapport à ça? Notamment, oui, mais il faut que tout le monde parle. Mais il y a une information majeure que je voulais donner. On va donner la parole un petit peu. Sinon, on vous accuse de français. On va vous dire, vous êtes comme Giscard, vous parlez toujours. Et on va vous exporter à Chamalières. Attention. Nicolas, vous pouvez arriver à vous souvenir de là où vous vous êtes arrêté pour reprendre tout à l'heure? Mais oui. Après qu'il je suis sur les conséquences. Voilà, sur les conséquences, en fait, il y avait les 4 principes, on n'a vu que le premier, la centralisation. On a vu que le premier. Il faudra voir les autres après. Voilà. Dans tout ce que vient d'exposer notre ami Nicolas, et qui est extrêmement intéressant. Ah oui, c'est super. Au niveau de l'analyse économique et monétaire de l'évolution de ce franc CFA, je mettrais un petit bémol, parce que moi, je suis un conseiller du président Gbagbo. Le président Gbagbo, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, a toujours dénoncé ce mécanisme du franc CFA tel qu'il l'a découvert, mais qu'il est obligé de le vivre quand il est devenu président en octobre 2000. Mais il y a dans l'histoire, si on veut la remonter complètement, et moi qui ai grandi en Côte d'Ivoire, le franc CFA, ça a été ma monnaie tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Il faut beaucoup de billets, ils sont très gros et c'est très impressionnant. Oui, quand on est gamin. Et puis quand j'étais gamin, j'étais content de recevoir un petit billet de 500 francs CFA quand j'avais une bonne note à l'école. C'est ça. Pour m'acheter des chewing-gums. Mais pour être très sérieux, pour les Français aussi, il faut comprendre une chose, c'est que quand on parle de la conférence de Brazzaville, on parle de la France et de ses colonies. Et le franc CFA, c'est un instrument dans des colonies. Jusqu'à l'indépendance des pays ex-colonisés, la France fait ce qu'elle veut, comme d'autres pays, à partir du moment où ils ont la souveraineté. La France avait la souveraineté sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, etc. Ce qui est important, c'est que après 1960, après les indépendances, la mécanique du franc CFA a continué. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'avant, c'est évident que la France n'allait pas faire quelque chose d'autre que d'utiliser une monnaie entre guillemets locale, totalement dépendante de la Banque de France. Puisque
ce sont des gens qui sont dans l'Empire français, dans l'Union française, comme il disait. C'est ça qui est choquant, c'est qu'il est continué. Ce qui est choquant, c'est qu'à partir des indépendances, après les indépendances, le mécanisme a perduré. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. On est passé du franc, comme l'a dit Nicolas, colonie française d'Afrique, à compte financier africain. Voilà. On a conservé l'acronyme, on a changé le texte. Et c'est là qui est un peu... C'est comme En Marche et Emmanuel Macron. Ouais. Je vous laisse le dire. Des jeux de mots perfides. Et aujourd'hui, le franc CFA, je mettrai quelques bémols. J'ai été conseiller français à l'époque au ministère des Finances en Côte d'Ivoire plusieurs années. J'ai une idée des mécanismes et j'ai une idée aussi de l'impérialisme financier et monétaire de la France, puisque il ne pouvait rien se passer dans un ministère ivoirien, en particulier aux finances, sans qu'il y ait eu un visa d'un responsable français sur un document monétaire. Alors, c'est en quelle année ça? Dans les années... Moi, j'étais là-bas dans les années 75, c'est d'expliquer comment cet impérialisme financier peut encore se manifester dans la mesure où la France n'est plus une nation souveraine en termes d'émissions de billets, puisqu'on a perdu notre souveraineté. Et on arrive quand même à être souverain. Et on arrive quand même à avoir une zone d'influence sur le continent africain. Donc comment vous pouvez nous expliquer tout ça? Parce que ça, c'est un point fondamental. On n'est plus souverain sur notre monnaie, mais on est quand même souverain sur effectivement, les pays africains. Il y a un tour de passe-passe politique, c'est-à-dire que quand le franc a disparu, le franc CFA aurait dû disparaître puisqu'il était attaché au franc. Oui, il est attaché au franc, avec, évidemment. Donc, ça a été... il n'était convertible qu'avec le franc, d'ailleurs. Oui. Hein, si je me souviens bien. Oui, il était convertible à l'époque. Oui. Mais avec le franc. Avec le franc. Oui. Mais en revanche, à ce moment, il aurait dû disparaître. Et il y a eu des tractations, notamment avec l'Allemagne, pour qu'on accepte cette arrière-cuisine française, parce que... c'est un outil de domination dont on avait besoin. Non, c'est un outil d'ingérence et de domination politique, mais c'est aussi que ça fait partie du trésor. C'est pas en Banque de France à disposition comme on peut le penser. Ça fait partie du trésor français, ça fait partie du budget de la France. Du budget, ça fait partie des recettes dont on a besoin pour que les trésors publics, mais bien entendu. Parce que ça fait partie du budget de la France. Les exportations, les précieuses exportations rares et précieuses des pays africains qui se cassent la nénette pour être compétitifs, arrivent à vendre leurs richesses, leurs produits à l'étranger et qui en gagnent des devises. Des dollars, en gros. On leur en prend 50%. Comme si on exportait du cacao, du pétrole ou bien entendu. Et on leur donne en échange des bouts de papier que sont les francs CFA qu'on fabrique à vil prix à Chamalières. Et les devises qui sont entrées, elles font partie de nos comptes, elles équilibrent nos comptes. Absolument. Non, mais c'est de la prédation, c'est de la prédation absolue. Ça fait partie du trésor public français. Et c'est à ce titre-là. Et donc, même en passant à l'euro, on a dit ça, on veut le garder. En disant, ce n'est pas une affaire monétaire. Ça fait partie du budget de la France. C'est du pillage, c'est de la rapine. Non, mais pour obtenir avec les Allemands l'accord, ça fait partie de nos affaires internes de l'État. Comme si c'était la Corse ou le Cantal. Mais moi, la question très naïve que j'aurais, c'est pourquoi les pays africains laissent faire cette chose-là, le CFA. Il faudrait vraiment une réponse. Parce qu'il y a la corruption des élites. Et on va parler là, c'est le cœur de la France. La situation du président Gbagbo, la situation de la... Parce que le problème du franc CFA est un élément d'un tout. Et l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et du président Gbagbo et de ce qui s'est passé les 10 dernières années, ce qui nous a conduit à la CPI pendant 8 ans, 7 ans, le franc CFA n'est qu'un des éléments. Mais tout le problème, c'est la relation de souveraineté. Par exemple, l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire est une élection qui a été totalement fabriquée. Le résultat de l'élection en Côte d'Ivoire en 2010, sur on compte les bulletins de vote, et Gbagbo n'a fait qu'une chose. On a eu des observateurs français. On a demandé le recomptage des voix. Le recomptage des voix a été refusé. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut rappeler ce qui s'est passé pendant cette élection. Qui a gagné et qui a été contesté? Je crois que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais ça a été contesté. Pour être très clair. Il faut rappeler ce qui s'est passé en 2010. Puisque j'ai dit qu'en 2000, le processus, je m'étais arrêté les observateurs, en 2000, Gbagbo est donc élu et la France immédiatement se dit un président socialiste en Côte d'Ivoire, c'est le mouton noir dans l'affaire et il faut que ça change. En 2002, il y a un coup d'État. Gbagbo est en Italie. Il y a un coup d'État à Abidjan qui se fait entre Korogo, Bouaké et Abidjan. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi? C'est le nom de ville que vous avez donné là, c'est ça? Les grandes villes de Côte d'Ivoire. Des forces viennent du Burkina Faso
et envahissent la Côte d'Ivoire et descendent jusqu'à Abidjan. Le problème, c'est que ça vient du nord. L'armée ivoirienne s'est défendue et les rebelles ont été chassés d'Abidjan. Alors que Gbagbo était en Italie. Qu'est-ce qu'a fait Gbagbo ce jour-là? Il a dit, je suis le chef des armées, je rentre à Abidjan et je prends la tête de mon pays. Alors que n'importe quel chef d'État africain aurait fui en France. D'ailleurs, Chirac avait proposé à Gbagbo. Oui. Et ce jour-là, d'ailleurs, pour la petite histoire de la France-Afrique, c'est pas la première fois en le Afrique. président Gbagbo est à l'hôtel Excelsior, Via Veneto, pour ceux qui connaissent Rome. Et dans le hall de l'hôtel, il trouve Robert Bourgi, qui lui dit Laurent, puisqu'il l'avait connu comme professeur à Abidjan, Laurent, tu as un problème en Côte d'Ivoire, mais viens à Paris, comme ça tu te reposeras un peu. Fais comme les autres d'habitude, abandonne ton peuple. Et Gbagbo est donc rentré à Abidjan. Est-ce que tu as besoin d'un costume, un Bayard, ça te change un homme? Oui, mais ça, donc, un Bourgi, ça te change un homme. Et vous allez avoir, je crois, plusieurs fois l'occasion de le souligner ce soir, c'est que Gbagbo est un honnête homme dans le meilleur sens. Sur le plan de financier et de l'honnêteté financière, cet homme est étanche à toute la corruption. Et de l'intégrité, c'est tout à fait rare. À titre personnel. C'est ça. Attendez, pas trop de tiroir, parce qu'après, c'est compliqué. Oui, juste une chose. Moi, j'avais posé une question très simple. C'est pourquoi ce système est resté en place. Et puis là, oui. Non, mais j'aimerais savoir pourquoi. Attends, Nicolas va répondre aussi peut-être, mais je vais vous dire une chose. Une des raisons, on y est dedans, c'est que Gbagbo n'a pas été acheté et ne s'est jamais vendu. Ça paraît caricatural ce que je dis, mais c'est vrai. Réponse à la question, c'est une réponse à la question. Beaucoup de chefs d'État africains sont tenus. Vous comprenez? Beaucoup sont tenus. Gbagbo, ils ne l'ont jamais tenu. Il ne fait partie d'aucune franc-maçonnerie, d'aucun réseau. Il est ivoirien. Il a à son sens une mission pour son pays. C'est un homme politique ivoirien et il n'a jamais été acheté, jamais corrompu. Et même Ouattara lui a dit un jour comment ça se fait que tu en prends pas d'argent. Voilà. Et ce que tu veux dire, c'est que la réponse à la question, c'est que les autres sont corrompus. Ils sont tenus, leurs pays sont tenus par aussi les aides de la communauté européenne au niveau, niveau du fonctionnement des pays, et ils sont tenus individuellement. Ils ne sont pas tenus en étant achetés, ils sont tenus par la contrainte aussi, par l'intimidation, la peur, la dette. Oui. Et puis ils consentent à beaucoup de... C'est l'explication de la réponse. Ils sont tenus. Bien sûr, ce sont des petits pays, il ne faut pas l'oublier, et ils consentent à beaucoup de compromis. Et Gbagbo aussi devrait être tenu aussi par la dette, le franc CFA, mais lui, il est incorruptible. En tant qu'homme, il n'a jamais été tenu en tant qu'homme politique. Exemple précis, il est élu en octobre 2000. Important. Il fait venir son ministre des Finances, il lui dit « Prépare-moi ce qu'il a appelé le budget sécurisé ». Quelle année tu dis? En 2000, quand il est élu. Quand il a été élu la première fois. Enfin, la seule fois. La seule fois, d'ailleurs. Prépare-moi. Il a été élu. C'est vrai. Prépare-moi un budget sécurisé, c'est-à-dire qu'il faut que nos dépenses et nos recettes soient couvertes par les recettes locales, équilibrées totalement. Il fallait rembourser la dette, surtout. Et si on fait des investissements, etc., à côté, on ira chercher de l'endettement quelque part, ou des impôts supplémentaires, ou de l'aide bilatérale ou multilatérale. Mais pour le budget général, il faut qu'il soit sécurisé. Et le budget de Gbagbo était autour de 2500 milliards à l'époque. Aujourd'hui, le budget de M. Ouattara, il est autour de 7000 milliards. Et à l'heure où on parle, je ne pense pas qu'il soit complètement couvert par les recettes de Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 25 à 30% du budget de M. Ouattara qui est lié à l'endettement extérieur. Vous savez, ça, c'est le cas de la France. Oui, mais depuis 35 ans, on arrive en juillet, on n'a plus d'argent. Oui, mais donc aujourd'hui, le premier poste ou le deuxième poste de remboursement, c'est le service de la dette de l'État. En Côte d'Ivoire, ça devient dramatique. Donc si on compte vraiment tout ce qu'on doit, on est à 8 années de produit intérieur brut. Les gens disent une année, mais on est plutôt à 8, en fait. Si on compte les retraites, si on compte les collectivités locales, etc. J'aurais une autre question pour continuer sur Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il avait l'intention de sortir du système du franc CFA ou pas? Et est-ce que ça pourrait expliquer le fait qu'il ait été mis sur la touche? J'ai fait une petite pause, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui suivent. Si vous pouvez, les uns et les autres, pour les gens qui ont pris en cours, vous présenter de manière synthétique, s'il vous plaît. Très bien. À commencer par Nicolas qui arrive. Allez, Nicolas. Donc, vous m'avez demandé, est-ce que je me rappelle là où je me suis arrêté? Non. Présentez-vous. Ah, oui, votre nom, prénom, qualité, Nicolas cursus. Abou. Voilà, Nicolas Abou, professeur d'économie et de gestion. Hier, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Et aujourd'hui,
à l'université de Versailles, tout comme même dans un autre lycée qu'on appelle le lycée Descartes, qui se trouve aussi à Versailles. Et vous écrivez de nombreux ouvrages. Voilà, donc le livre qui est actuellement celui de combat, le franc CFA, et l'euro contre l'Afrique. C'est sur ça que je me concentre parce que c'est ça pour moi qui fait que les Africains de cette zone-là n'arrivent pas à se développer. Alors ensuite, Bernard Oudin, donc je suis citoyen franco-ivoirien, conseiller spécial du président Gbagbo depuis 2007 et j'ai suivi toute la période de la campagne électorale de 2010, de la crise post-électorale qui a conduit Gbagbo à la CPI. J'ai suivi Gbagbo pendant toutes ces années CPI, que ce soit à la prison de Scheveningen ou dans le cadre du procès dans la salle du tribunal. Et j'ai écrit un livre très récemment qui reprend tous ces éléments et qui démontre que tout ce que les États, en particulier la France et la presse mainstream, comme on dit aujourd'hui, a écrit sur la Côte d'Ivoire et qui, pour moi, est le fake news du XXIe siècle, du début du XXIe siècle. Il y en a beaucoup, des fake news. Non, mais celui-là, il est quand même, il est quand même constant parce qu'il dure depuis 15 ans minimum et il englobe des tas de choses. Il y a un certain nombre de responsables, si vous voulez, politiques, mais ça c'est vrai, c'est très vrai en France surtout, qui sont désignés comme ça à la vindicte populaire. Et c'est vrai que quand on regarde un peu le niveau de culture des journalistes français, que ce soit en économie ou en politique internationale, c'est encore pire. Il suffit de prononcer, comme je disais tout à l'heure, des stimuli pavloviens. Vous dites un certain nombre de noms et ça suffit pour que les gens partent en courant et crient au fascisme. Même s'ils ne savent même pas situer la Côte d'Ivoire sur une carte. Mais je dis ça, j'ai dit rien. Et François Mattei. Bon, j'étais journaliste toute ma vie dans la presse écrite. Et puis, j'ai découvert, moi, les relations particulières de la France et de l'Afrique à travers la crise ivoirienne en 2004, au moment de ce qu'on appelle l'affaire de Bouaké, c'est-à-dire quand 9 militaires français ont été tués par un bombardement qui a été mené par l'aviation ivoirienne. 9 militaires français sont décédés. On a accusé évidemment Gbagbo. Quelle année ça ? Ça, c'est en 2004. Oui. Et ensuite, donc moi, j'ai vu quelque chose d'un peu plus complexe et d'un peu plus sournois. Parce que ça a été un coup monté, aujourd'hui on le sait, à partir de Paris. Et puis, à partir de là, je suis allé en Afrique, j'y étais jamais allé avant. Et j'ai découvert la spécificité des rapports entre la France et ses anciennes colonies. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, vous avez aujourd'hui, et depuis, mettons, pratiquement une cinquantaine d'années, donc en haut lieu, comme on dit, au sommet du pouvoir, un certain nombre de décisions qui sont prises. Et ensuite, sur le terrain, nous avons des agents de la France, des gens des services secrets, qui sont en mission pour à la fois... qu'est-ce qu'ils font concrètement ? De toute façon, en France, les services secrets, en ce qui concerne l'Afrique, ils étaient, j'allais dire, officialisés, puisqu'il y avait la cellule africaine de l'Élysée avec M. Foccart. C'était installé à côté de l'Élysée. M. Foccart était le seul homme que De Gaulle voyait tous les jours. Tous les jours. Et ensuite, ça s'est continué avec le fils de M. Mitterrand, qui avait critiqué De Gaulle, mais qui avait Gilbert. la même chose. Oui. Non, Christophe, pardon. Papa Madi. Papa Madi. Jean-Christophe Mitterrand. Les Africains se l'ont surnommé Papa Madi. Papa Madi. Donc, c'est une constante de la politique française, parce que je pense que quand on arrive à l'Élysée, on vous explique très vite, à la fois les militaires et les gens d'argent, qu'il ne faut pas toucher à ce coffre-fort-là. Voilà. Quelles que soient vos idées, les plus généreuses soient-elles. Voilà. Donc, je pense que c'est la clé de toutes les relations avec l'Afrique. Et le mensonge est organisé depuis toujours, comme le dit Bernard. L'histoire de l'Afrique est écrite en France. L'histoire des relations avec l'Afrique s'écrit en France parce que nous avons les médias. Ils ne les ont pas. Et l'histoire a été totalement contrefaite depuis le début. Et quand vous parlez des journalistes qui n'ont pas le niveau, j'en connais beaucoup qui ont le niveau. Et qui veulent pas. Et qui ne veulent pas. J'en ai rencontré récemment plusieurs avec qui on a ce débat sur la Côte d'Ivoire. C'est même pas un débat. Ils nient les évidences.
Ils font partie Pourquoi des spécialistes. Ils ont peur? Pourquoi ils font ça? Oh, il y a plusieurs raisons. Parce que quand vous... Premièrement, parce qu'ils sont souvent dans des journaux qui traitent de questions internationales. Ils sont dans des journaux qui appartiennent parfois à des grands groupes industriels. Et il y a aussi, que vous savez très bien, la loi du milieu. La loi du milieu, ça vient du milieu des gangsters, mais ça se passe dans le vélo ou dans le football. Bon, il faut quand vous êtes cycliste et que vous dénoncez Armstrong, on vous pousse dans le fossé, voyez-vous. Mais tout à l'heure, c'est ça. Tout à l'heure, Elisabeth Lévy me soutenait que les journalistes n'étaient pas corrompus, si mal payés, oui. il faut ils sont mal payés, c'est vrai. Arrêtez de croire qu'ils étaient Non, mais je ne dis pas qu'ils sont corrompus, moi. Je dis que ils s'autocensurent sans problème, parce que si vous êtes critique vis-à-vis de certaines choses qui sont stratégique, fondamental, on l'a dit, c'est fondamental dans l'économie française, dans la stratégie française, dans la politique française, vous êtes plus invité sur les voyages à l'étranger, vous vous coupez de vos sources d'informations. Moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que je l'ai un petit peu vécu quand même. À partir du moment où vous simplement vous dites les faits, eh bien, c'est compliqué. Ce livre-là, Gbagbo, donc je l'ai rencontré en 2005. J'ai continué à le voir en prison. On a fait ce livre qui est un livre de conversation et de dialogue pour qu'il dise sa vérité puisqu'il était empêché de le faire. Oui. Bon, ça m'a coûté beaucoup de... Bon boulot de journaliste, ça. Oui, mais bien sûr. Approfondi. Oui, mais enfin, ça n'a pas changé fondamentalement la vie des gens. Aujourd'hui, les gens disent, les journalistes qui se sont engagés mal dans cette affaire en pensant que Gbagbo ne ressurgirait jamais, les plus connus sur l'Afrique, les spécialistes de l'Afrique. Et ils vous disent, le procès a été mal fait. Voilà. Mais maintenant qu'il vient d'être absous, qu'il vient d'être acquitté par le tribunal, la CPI, normalement, les journalistes qui se taisaient là parce qu'ils avaient peur, maintenant ils vont commencer à ouvrir le bec un peu. Non, parce qu'ils se sont trompés et ils ont menti pendant 10 ans. Ce serait reconnaître leur erreur. Alors, ils parlent plus gentiment aux gens qui ils sont moins agressifs avec les gens comme vous. Oui, ils sont beaucoup plus sympathiques. Mais... Ils ne deviendront pas des défenseurs de Gbagbo pour ne pas se dédire, quoi. Non. C'est moins brutal que ça. C'est moins caricatural que ça. Et moi qui ai vécu depuis 2011 en France avec les journalistes français, j'en ai croisé des dizaines et des dizaines. Et il y en a certains qui aujourd'hui ont trouvé mon téléphone, qui au début refusaient de recevoir et qui comprennent aujourd'hui les choses et qui voudraient bien revenir. Donc ça va se normaliser un peu quand même. Ça commence à se normaliser. J'étais dans la salle du tribunal de La Haye à la minute où le président de la Chambre a annoncé l'acquittement. Dans les minutes qui ont suivi, mon téléphone a débordé d'appels. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, etc. Des gens qui ne m'appelaient plus jamais. Et même des hommes politiques français et même des officiers supérieurs français qui avaient été impliqués en Côte d'Ivoire et qui m'ont dit, j'ai gardé les SMS parce que c'est quand même exceptionnel, belle victoire de Monsieur Gbagbo. Des gens qui avaient commandé l'armée française à Abidjan. J'ai les documents. C'est la réelle politique. On pourrait revenir au principe de Nicolas, parce que Nicolas avait commencé avec un principe de centralisation. On aimerait bien voir la suite. Parce qu'il y avait 4 principes. Le premier, c'était centralisation d'échanges, où on avait découvert incroyable le vol des recettes des exportations par le pays occupant, qui est la France, qui prétend avoir décolonisé, mais qui en fait se comporte encore comme un occupant. C'est pour ça que Nicolas parle de nazisme, parce que c'était la technique si d'occupation. Je peux me permettre, c'est quelque chose que je regrette un peu, parce que le nazisme est quelque chose de tellement particulier. C'est une idéologie globale qui impose la supériorité d'une race et d'une population, et qu'il n'y a pas l'extermination de toutes les autres populations. Je trouve que en soi, le colonialisme, l'impérialisme, non mais il est un peu fort le mot. Que des techniques qui étaient employées. J'allais dire, von Braun est allé faire des fusées aux États-Unis. Il a commencé par à les faire pour Hitler. Il a employé les mêmes techniques aux États-Unis. Pour autant, les États-Unis ne sont pas devenus nazis. C'est vrai qu'il y a quelque chose, Nicolas, si je peux me permettre, je suis assez d'accord avec ça, parce que je comprends ce que vous voulez dire, et c'est vrai que ça frappe les esprits, donc ça donne envie de s'en occuper. Ça c'est fait pour. C'est pour ça qu'il est. C'est un peu de la com, de parler de nazisme pour réveiller les gens en disant c'est grave, quoi. Voilà. Mais il y a un risque que vous soyez trop... Je rappelle avec force que je vis en France. Et en France, lorsque vous dites des bêtises, on est en droit de vous traduire en justice. Et quand je parle, c'est pas seulement je parle. Ça dépend qui les prononce. Oui, d'accord. Mais j'ai mis sur la place publique un livre. Donc on peut m'attaquer.
ce qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, je le démontre. Donc, je disais, si vous nous donnez l'occasion, un des inconvénients majeurs de ce compte d'opération, comme ils le disent les Français eux-mêmes, je prends par exemple le cas de Xavier de la Fournière, il dit que la France utilise les devises des Africains pour payer une partie de sa dette. C'est incroyable. Et il n'est pas le seul. Ça marche pas, hein, en l'occurrence. Jean Boissonnant, mais c'est quand même... je reprends Jean Boissonnant, brillant journaliste, c'est vrai, mais je ne le cite pas comme journaliste. Il était membre du comité monétaire de la Banque de France. Il dit exactement les mêmes choses, que la France utilise justement ce compte d'opération pour prendre gratuitement les matières premières de l'Afrique. Vous savez ce qu'on appelle les 30 glorieuses de 1945 jusqu'à 1975. Toutes ces matières premières en provenance de l'Afrique étaient prises gratuitement parce que on dit exporter vers nous la France. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'était pour illustrer ce que dit Nicolas, je peux vous lire ce que dit. Donc, je vais continuer parce que ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils soient fixés. Ça ressemble. Alors, attendez, lisez le passage. Lisez le passage. C'est un pays d'occupation, quoi. C'est vraiment... François, si vous pouvez nous faire juste pour l'illustration de Nicolas. Parce que c'est très précis, c'est très concret. La zone franc a permis, donc Jean Boissonnat, journaliste économique, créateur de l'expansion, etc. L'expansion, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. On a calculé qu'elle représentait en 1960 250 millions de dollars par an d'économie de devises. On a estimé que 500 000 Français en 60 de la métropole tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble économique de la zone franc. Bien. Voilà, c'est quelle page, François? Ça, c'est en page on verra 55. On verra ça après. Oui. Mais c'est ce que faisaient les nazis. Les nazis prenaient les matières, les richesses gratuitement, sans débourser des... Mais les Anglais aussi, c'est ce que font tous les autres. Ils avaient les colonies, ils avaient la zone sterling. Voilà. Oui, attendez. Mais quand on résout un problème... Non, mais c'est pas que les nazis, c'est ce que tous les gens... Quand vous installez dans un pays et que vous niez la souveraineté de ce pays, vous vous servez. Donc, on est d'abord la bonne nazie. Voilà, donc, moi, je fixe là, parce que je dis et je répète, quand les nazis ont pris la France, je ne vous fais pas un dessin, puisque tout le monde le reconnaît, l'Afrique a joué un rôle très important dans la libération de l'Afrique. De la France. De la France, pardon. Bien sûr. Or, à peine libérée, la France retourne contre l'Afrique. Donc, c'est ce que je suis en train de décrire. Un des éléments importants que nous dit Jean Néné dans son rapport, il dit que la France utilise les devises africaines pour combler le déficit de la balance des paiements. C'est Jean Néné qui dit ça? Oui, oui. Jean-Noël Néné. Jean-Noël, oui, le père de... Nous continuons toujours. Donc, vous voyez bien que cet approvisionnement gratuit que décrit avec justesse Jean Boissonnat, c'est ce qu'il vient de rappeler. Ensuite, la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. Ah, ça, c'est un deuxième point, alors, c'est ça? Un des inconvénients. Alors, oui, parce que on est toujours sur le premier point, centralisation. Oui. Et il y a une suite encore dans ce premier, on n'est pas encore passé au deuxième. Voilà. La suite, donc, je suis en train de vous citer quelques exemples, quelques inconvénients. Sinon, si vous voulez, je peux passer à l'autre, aux autres. Mais... Non, finissez voilà. ce point. Soyons fluides, ne faisons pas des sous-ensembles, sinon les gens n'arrivent plus à comprendre. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, 12 000 milliards d'euros de France. Enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. Ah ben c'est l'histoire de Patrick Drahi, ça, pour les médias, que vous nous racontez. Parce que, non. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, la France... C'est comme ça que le système tient. Oui, mais nous sommes quand même en train de parler aux gens pour comprendre le système.
Donc, finissez l'exemple, ouais. Voilà, un seul exemple. Donc, ces intérêts rapportés 1% en aux faveur Africains. de la France plus déçue. Elle va aller prêter cet argent aux Africains, tambour battant, en mutant tous les journalistes. On s'en va aider les Africains. C'est ce qui C'est-à-dire qu'on s'appelle... va prêter l'argent des Africains Je fais juste un petit point. Peu importe le taux, ça veut dire que c'est comme ça, Étienne, qu'on crée de la monnaie. Ouais. Parce que s'il y a une banque centrale qui crée, qui imprime des billets, etc., c'est en prêtant, vous avez un effet levier qui est de 9 par rapport à 10, et chaque fois que vous prêtez de l'argent, vous faites de la création de monnaie. Et c'est comme ça Voilà. c'est ça ce qui est important à comprendre. Voilà. Donc, le crédit, c'est pas du prêt, puisque c'est le nous crédit. avons d'autres, C'est du crédit. nous avons les autres C'est la principes. monnaie qui n'existe pas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, c'est ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça Comme soit, Sankara. que ça Sankara, soit par Djibo Bakary du Niger, Le Niger. qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Eh bien, Djibo Bakary. Djibo Bakary. Bakary. Mais tous les... En tout cas, général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place, on a mis Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux Des francs faux guinéens. francs. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique Voilà. monétaire. Focard. Pour organiser, pouvoir désorganiser Les barbouzes, l'économie. quoi, ont fabriqué une Ensuite, panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et Après. finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, Essentiellement en Afrique de l'Ouest en Afrique, non, en Afrique de l'Ouest et en Afrique et en centrale. Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples en dans ce livre qui est 1963. c'est passionnant. Hein. En On les 1963, présentera à la fin. On en refera. 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui On la connaît voulait, très bien. peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi, parce qu'il y en a peut-être qui... Non, Tout le monde le sait. il a Tout le monde été le sait. assassiné. Voilà. Bon, Et une des causes le pays a majeures, été dévasté. Non, le pays on va a été dire dévasté. qu'il a d'abord beaucoup aidé et que comme les gens ont commencé à parler, finalement, la politique internationale de la France vis-à-vis de la Libye a changé. Et on a des spécialistes comme monsieur Bernard-Henri Lévy, par exemple, mais Qui a c'est pas le décidé de seul, dévaster le pays. qui décide d'un coup d'un seul comme ça, en faisant de la philosophie entre Saint-Germain, Marrakech et New York, de tirer sur un peuple. Il est Dévaster le pays. il est et- complètement magnifique. Du jour au lendemain, ce peuple et ses dirigeants, il faut Il vit les dans le assassiner. chaos. Voilà. Bien. Donc, vous voyez bien que... Ça, le cas- ce sont des faits. Hein. Voilà. Le cas du président Laurent Gbagbo,
ce n'est pas que parce que Gbagbo est contre les intérêts de la France, c'est pas ça. Mais comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors de venue de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, imaginez un seul instant. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous voulez retirer l'argent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas payer ni les salaires, ni les fournisseurs. En un mot, votre entreprise, vous faites faillite. Votre entreprise est bloquée. Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Vous ne pouvez pas. C'est tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer les banques commerciales ivoiriennes. Mais bien sûr que c'est qui détient la monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai vécu... qui détient la monnaie. Écoutez bien. Y compris les banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien la BNP. La Société Générale, c'est bien la Société Générale. Et par commodité, et non, pas par solidarité, quand toutes les autres banques commerciales ont fermé. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas noyer le poisson, quand ces banques ont été fermées vers la fin, eh bien, Gbagbo était obligé, puisqu'on a même retiré, on a interdit aux représentants du président Gbagbo à la BCAO qui est la banque centrale de ces 8 États, on les a renvoyés. Gbagbo a été donc obligé de dire, bon, en tant que premier responsable du pays, eh bien, je suis obligé de créer la monnaie ivoirienne. Et selon Kone Katina, le ministre du budget de l'époque, il dit au plus tard, le 15 mai. Quelle année? 2011. Eh bien, on devrait voir la monnaie ivoirienne en circulation. Eh bien, tout ça, ça n'a pas plu à l'occupant français. Et la France s'est rattrapée sur le plan militaire. Après avoir regardé une telle vidéo sur le sujet du franc CFA et d'avoir écouté l'avis du professeur Paul Fokam sur le sujet, dis-moi en commentaire qu'est-ce que cela t'inspire. Si tu es d'un pays qui utilise le franc CFA, dis-moi quelle idée est-ce que ça te donne? Quelles sont les décisions qui pourraient être prises par les gouvernements de ces pays-là en faveur des populations particulièrement? Je veux vous entendre en commentaire. N'hésitez pas de partager, de liker et de laisser votre avis en commentaire. Merci.